Le mur le plus cher du monde n'est pas fait de pierre, mais de billets imprimés à 9000 km d'ici. Et ce mur vient de tomber. Pendant des décennies, la sueur et l'or du Sahel étaient aspirés, stockés dans d'impénétrables coffres parisiens, pendant que nos enfants apprenaient que leur avenir dépendait d'une monnaie coloniale, le franc CFA, créé loin de leur terre. On nous a répété que l'aide étrangère et la charité étaient la seule issue, que le marché et les grandes puissances décideraient toujours de notre sort. Mais voilà, le 1er mars 2026, sur la poussière rouge de Wagerdugu, la vieille architecture de la dépendance s'est fissurée à jamais. L'inauguration de la Banque d'investissement des États du Sahel, l'AES, ce n'est pas qu'une cérémonie solennelle autour d'un bâtiment flambant neuf. C'est un acte de défiance, un cri de reconquête. Pour la première fois, le Sahel affirme « La valeur de notre travail, c'est nous qui la définissons. » Fini l'époque où l'on exportait de l'or et où l'on importait la misère. Désormais, l'énergie, les ressources, les espoirs du peuple sont réinvestis ici, au profit de ceux qui les produisent. Mais posons la vraie question. La naissance de cette banque d'investissement, est-ce enfin l'enterrement du franc CFA colonial, ou bien le début d'une guerre économique mondiale inédite? Parce que ce geste n'est pas qu'un symbole, c'est un basculement du rapport de force. Plus question de sacrifier l'avenir des enfants du Sahel pour maintenir une vieille dépendance. L'enjeu, c'est la dignité, la liberté totale, la capacité de choisir comment créer, transformer et partager la richesse. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une histoire de banque, c'est la fracture historique entre ceux qui subissent et ceux qui imposent leurs règles. Rester soumis, c'est accepter d'être spectateur de sa propre histoire. Prendre le risque de la souveraineté, c'est reprendre le pouvoir sur son destin. Mais comment en est-on arrivé là? Retour sur 60 ans d'un scénario dicté de l'extérieur. Pendant plus d'un demi-siècle, l'histoire du Sahel a été écrite à l'encre de la soumission. Ce récit, trop souvent répété, c'est celui d'une économie entièrement dictée de l'extérieur, où la France, le franc CFA et les grandes institutions internationales tirèrent les ficelles. Ici, les décisions sur la monnaie, les investissements et même sur les prix des matières premières échappaient aux mains des peuples eux-mêmes. Pendant que l'or, le lithium et tant d'autres richesses naturelles quittaient la terre rouge du Sahel, pour remplir les coffres d'ailleurs, les populations, elles, restaient piégées dans le besoin, l'incertitude et la dépendance. Ce système, c'était bien plus qu'une simple question de sous. C'était l'humiliation quotidienne d'un peuple obligé de tendre la main, de patienter pour des aides qui arrivent avec leurs conditions, et de regarder ses enfants grandir dans le manque alors que le sous-sol regorge de richesses. Les écoles, les hôpitaux, l'eau potable. Souvent, il fallait attendre la générosité d'un bailleur étranger, ou se plier aux exigences d'une aide qui ressemblait plus à un chantage qu'à un partenariat. Même la nourriture, élément vital, dépendait de l'importation et de l'humeur des marchés mondiaux, laissant planer la menace constante du manque et de la famine. Et quand les peuples du Sahel osaient réclamer plus de justice, ce n'étaient pas des arguments qu'on opposait. C'étaient des sanctions. La CEDEAO, instrument soi-disant régional, servait en réalité les intérêts d'un ordre extérieur. On bloquait les comptes, on fermait les frontières, on coupait l'accès aux médicaments, aux carburants, aux ressources vitales. Les sanctions, c'est la violence silencieuse. Pas de bombes, mais une pression qui pousse le peuple à s'agenouiller, à supplier pour un retour à la normale. Rien ne symbolise mieux cet enfermement que la dépendance programmée. Une dépendance au crédit, à l'importation, à l'expertise étrangère, à la validation de puissances qui n'ont jamais eu intérêt à voir le Sahel prospérer. Année après année, malgré les mines d'or et de lithium, malgré la force de sa jeunesse, le Sahel restait prisonnier d'un système conçu pour l'appauvrir, pour le maintenir dans un état de besoin permanent. Le vrai risque, ce n'était pas la misère en soi, mais l'impossibilité d'en sortir, la sensation d'être condamné à tourner en rond, toujours à la remorque, jamais maître de son destin. Mais un événement le 1er mars 2026 va tout bouleverser. Ce jour-là,
la dépendance s'est brisée sur le roc de la souveraineté. La création de la Banque d'investissement des États du Sahel, avec un capital colossal de 500 milliards de francs CFA, n'est pas une simple annonce. C'est un acte de rupture, une déclaration de capacité retrouvée. Pour la première fois, une institution financière panafricaine ne sera plus le gestionnaire de la pauvreté dictée de l'extérieur, mais le moteur d'une prospérité conçue et décidée ici, au Sahel, par et pour ses peuples. Ce capital, il ne s'agit pas de l'écouler dans des projets imposés par autrui. Il s'agit de financer les propres mines, comme celles de Bongout et de Wagnion, et de reprendre en main la production aurifère qui, jusqu'ici, profitait bien plus aux multinationales étrangères qu'aux familles des paysans ou aux enfants des quartiers populaires. Désormais, l'or, le lithium, toutes ces richesses ne servent plus à alimenter les circuits de fuite des capitaux, mais reviennent irriguer les budgets de la santé, de l'éducation, de l'énergie. Ce choix, c'est la fin d'une époque où l'assistanat était un piège masqué. Aujourd'hui, la dignité passe par la réappropriation des moyens de production. Mais l'émancipation ne s'arrête pas là. En se retirant de la francophonie et de la Cour pénale internationale, les États du Sahel ont envoyé un message clair. La justice comme la langue ne sont plus des outils de contrôle. Fini le temps où un procureur étranger pouvait décider du sort des dirigeants africains, où un conseil culturel dictait la façon de penser ou de parler. C'est une indépendance judiciaire et linguistique qui vient achever le démantèlement du système néocolonial. Cette reconquête est aussi territoriale et humaine. Contre toutes les prévisions, 74% du territoire a été repris par les forces nationales, sans le commandement d'un seul officier étranger. Chaque kilomètre carré libéré est un démenti à la vieille croyance qui voulait que l'Afrique ne puisse se défendre sans l'uniforme d'un conseiller venu d'ailleurs. Le retour de plus d'1 million de déplacés, la réouverture de villages entiers, ce sont autant de vies arrachées au chaos, autant de familles qui reprennent pied sur leur terre. Ce basculement, il s'incarne dans la disparition de la mentalité d'État assisté. Ici, plus de posture de victime, plus de supplication devant les bailleurs. Ibrahim Traoré et ses alliés l'ont compris. Si tu refuses de nous aider à finir la guerre, alors tu dois t'écarter devant ceux qui veulent bâtir la paix. Cette volonté, elle s'est imposée en pleine lumière, lorsque l'Occident, pensant provoquer un vide ingérable en se retirant, a trouvé en face non pas le chaos, mais un bloc soudé, prêt à prendre tous les risques. C'est le pari du vide ou de la réussite, le choix de la mutation la plus radicale de l'histoire africaine moderne. Mais attention, ce n'est pas l'utopie naïve d'un lendemain qui chante. C'est un contrat social forgé dans l'effort, dans la sueur, dans le refus de l'humiliation. Les ressources ne sont plus dispersées sous la pression de promesses extérieures, mais réinvesties dans la création de valeurs locales. Produire sa propre énergie, garantir l'autosuffisance alimentaire, assurer l'instruction et la santé de tous. Voilà les nouveaux piliers d'une souveraineté vraie, palpable, visible dans le quotidien de chacun. Aujourd'hui, le monde observe ce basculement avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Les anciennes puissances, qui croyaient pouvoir dicter indéfiniment les règles du jeu, voient leur influence s'éroder, souvent plus vite qu'elles ne l'avaient anticipé. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu, mais un acteur majeur qui impose ses conditions, ses alliances, ses priorités. Les Américains, les Russes, les Turcs et les Chinois le savent. Désormais, on ne vient plus imposer, on vient négocier. Mais à mesure que ce nouveau Sahel s'affirme, déjà à l'horizon, se dressent les premières ombres des forces opposées. Car si l'ordre ancien s'efface, la résistance ne fait que commencer. Le silence des anciennes métropoles n'est pas une paix, c'est la panique devant une révolution irréversible. Derrière les portes closes des chancelleries occidentales, l'inauguration de la Banque d'investissement des États du Sahel n'a pas provoqué l'indifférence. Elle a mis le feu aux poudres. À Paris, les réactions oscillent entre colère froide et impuissance cruelle. On parle de rupture historique, mais sous les grandes déclarations, c'est surtout la perte de contrôle qui obsède. La France, longtemps maîtresse de la monnaie, des mines, du destin même du Sahel,
se retrouvent soudain reléguées au rang de spectatrices, contraintes d'observer une région qui ose désormais imposer ses propres règles du jeu. À Washington, le ton est plus subtil, certains diraient plus perfide. On tente la récupération, le rapprochement, l'invitation à reprendre place autour de la table des discussions. Mais le changement n'est pas que de façade. Fini le temps du « nous ferons pour vous ». Place à une nouvelle ère du « nous vous apprendrons à faire par vous-même ». C'est un aveu d'un rapport de force renversé. Car lorsque le Sahel choisit de tourner le dos à ses tutelles historiques, le monde entier comprend que cette rupture n'est pas le fruit d'un caprice, mais le début d'un basculement global, où l'Afrique n'est plus un terrain de chasse, mais un acteur qui dicte désormais ses alliances. Et ces alliances, justement, s'écrivent aujourd'hui avec Moscou, Ankara, Pékin. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple jeu de bascule où l'on échange un maître contre un autre. Les nouvelles coopérations sont fondées sur le transfert de compétences, la création de véritables partenariats industriels, agricoles, énergétiques. Prenons l'exemple du secteur agricole. Alors qu'on répétait depuis 60 ans le refrain d'un Sahel voué à la sécheresse et à la dépendance alimentaire, la campagne agro-pastorale de 2025 à 2026 marque un tournant. 7 millions de tonnes de céréales produites, une couverture des besoins nationaux à 126%. Le pays n'a jamais autant nourri ses enfants, et ce simple fait suffit à briser la logique du chantage humanitaire et des aides conditionnées. Mais l'indépendance ne s'arrête pas à la surface des champs. Au cœur du sous-sol malien, le lithium est devenu le nouvel or blanc. Désormais, ce n'est plus Paris ni Londres qui fixent le prix ou dictent les règles. Le Mali, acteur incontournable de la transition énergétique mondiale, négocie directement avec les géants de la technologie, offrant non plus la matière brute aux plus offrants, mais un accès conditionné à un véritable transfert de valeur et de savoir-faire. Pourtant, la victoire n'est jamais totale, et les risques n'ont pas disparu. Face à cette audace, les tentatives de sabotage économique se multiplient. Attaques contre les infrastructures énergétiques, campagnes de désinformation, pression financière déguisée en recommandations ou en normes internationales. Les médias étrangers alternent entre la prophétie de l'effondrement et les accusations de dérive autoritaire, cherchant à faire douter le peuple sahélien sur sa propre capacité à s'autogouverner. Mais la menace la plus dangereuse est peut-être plus insidieuse, celle d'un retour des conditionnalités occidentales, camouflées sous la promesse d'une aide renouvelée, d'un partenariat équitable, qui n'est, au fond, qu'une tentative de reprendre la main sans le dire. Le vrai enjeu est là. Ne pas perdre les fruits de la victoire face à la contre-offensive, économique, militaire, narrative, d'un ordre ancien qui refuse de mourir. Car si l'autosuffisance alimentaire, la mainmise sur les ressources minières et la création d'institutions souveraines marquent une avancée sans précédent, le défi est désormais de consolider ces acquis, de les protéger contre la fragmentation, l'usure, la tentation du retour en arrière. La victoire du Sahel ne sera complète que si elle inspire et entraîne le reste du continent dans cette même dynamique d'émancipation. Au-delà des menaces, quelles leçons et quelles stratégies retenir pour consolider cette révolution ? Pour transformer, sur la durée, le rêve de souveraineté en réalité partagée ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans la suite. Quand une nation nourrit ses enfants, elle ne peut plus être mise à genoux. C'est là le secret que l'Alliance du Sahel vient de révéler au monde entier. Oubliez les discours sur l'aide, oubliez les images de la pauvreté imposée. La véritable arme de l'impérialisme, ce n'était ni les missiles, ni les bases militaires, mais la dépendance alimentaire et financière. Tant que le pain du Sahel venait d'ailleurs, tant que ses usines étaient à l'arrêt et que son énergie était importée, il suffisait d'un embargo ou d'une promesse non tenue pour courber les dos et acheter les consciences. Mais aujourd'hui, les silos de Burkina Faso débordent. Les mines de lithium de Marley tournent pour le continent, et non plus pour l'exportation brute. Et les premiers mégawatts du nucléaire africain illuminent les nuits qui, jadis, servaient à cacher la misère et l'abandon. Voilà la leçon la plus forte pour le reste de l'Afrique. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Elle s'incarne dans l'investissement public, l'industrialisation réelle
et surtout dans la maîtrise de l'énergie. Tant que l'on dépend de l'extérieur pour semer, manger, s'éclairer ou produire, on reste vulnérable aux caprices des autres, à la menace des sanctions, au chantage des puissances. Mais quand on transforme ces matières premières, quand on contrôle le courant qui alimente ces usines, on ne mendie plus sur le marché mondial, on y impose ses conditions. Il ne faut plus attendre la validation des autres. Le monde ne donne jamais l'autorisation de s'émanciper. Les nations du Sahel l'ont compris. Agir sans attendre, produire au lieu d'importer, unir au lieu de subir. C'est là la force du contrat social qui se tisse aujourd'hui dans la poussière rouge, un pacte forgé dans le concret, par les mains calleuses des agriculteurs, l'ingéniosité des ingénieurs, la détermination des étudiants. Fini le temps de la résignation et des ordres venus d'ailleurs. Les peuples forgent leur avenir à la sueur du front, pas dans la soumission aux paradigmes écrits dans d'autres langues. Mais attention, l'Afrique entière est aujourd'hui à la croisée des chemins. Face au feu qui brûle désormais au cœur du Sahel, deux choix s'offrent au continent. Suivre la flamme et oser inventer son propre modèle, ou bien rester spectatrice, attendant une permission qui ne viendra plus jamais. L'histoire ne repasse pas les plats. Rater cette occasion, c'est risquer de replonger pour un siècle dans la dépendance, le sous-développement imposé, les humiliations répétées sur la scène internationale. Mais saisir la dynamique, c'est transformer la libération du Sahel en tremplin d'un siècle africain, où la dignité, la maîtrise collective du destin et la richesse partagée ne sont plus des rêves, mais des réalités tangibles. Le monde observe. Désormais, la réputation d'un continent ne se mesure plus à l'aune de sa soumission, mais à la force de son audace et à la puissance de ses alliances. La Banque d'investissement du Sahel n'est pas seulement un outil financier, c'est le symbole d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister, mais impose ses règles et redessine la carte des puissances. Mais ne l'oublions jamais, aucune victoire n'est acquise pour l'éternité. Les ennemis du changement ne dorment jamais. Sabotage, division, manipulation. La route reste semée d'embûches. Ce qui se joue maintenant, c'est la capacité à tenir le cap, à continuer d'unir, d'innover, à garder vivante la flamme de l'indépendance collective. Et une question demeure, brûlante, adressée à chaque peuple du Sud. Saurez-vous transformer l'élan du Sahel en renaissance continentale, ou laisserez-vous les ombres du passé étouffer la lumière avant qu'elle n'atteigne les côtes? L'Afrique n'attend plus la permission d'exister. Elle construit désormais ses propres murailles. Regardons bien ce moment. Il ne s'agit pas d'une simple page tournée, mais d'un livre réécrit par ceux qu'on croyait condamnés à la marge du monde. L'inauguration de la Banque d'investissement des États du Sahel, ce n'est pas seulement une victoire sur le papier, ni un trophée à exhiber lors des sommets internationaux. Non. C'est le socle sur lequel s'élève une ambition nouvelle, celle de dire, avec force et dignité, nous décidons ce que vaut notre terre, notre sueur, notre avenir. Le temps où la richesse du Sahel servait à alimenter d'autres puissances est révolu. Désormais, ce sont les enfants de cette terre rouge qui bâtissent, qui s'éduquent, qui produisent, qui exportent selon leurs propres règles. Mais soyons lucides, la route n'est ni droite ni pavée d'or. Car ce qui se joue, ici et maintenant, ce n'est pas qu'une question de contrat ou de banque. C'est la possibilité, pour des millions de personnes, de ne plus subir le diktat des marchés étrangers, ni le chantage alimentaire et financier qui, trop souvent, a dicté les saisons de la faim et du doute. C'est la chance de transformer le minerai en valeur ajoutée, le blé récolté en pain partagé, l'énergie du vent et du soleil en lumière pour chaque foyer, chaque école, chaque rêve. La dignité, ce n'est pas un slogan, c'est le droit de choisir son propre rythme, de maîtriser son temps, de fixer le prix de son travail. Ce contrat social nouveau, forgé dans la sueur, la persévérance et le sang, envoie un message au monde entier. Ce continent n'attend plus la charité, il construit la coopération. Il ne tend plus la main, il tend la plume pour écrire ses propres traités. Les excuses venues de l'autre côté de l'Atlantique ne sont pas un cadeau. Elles sont la preuve ultime que les empires, aussi puissants soient-ils, finissent toujours par apprendre le langage du respect face à ceux qui tiennent bon sur leur sol. La vraie rupture,
ce n'est pas la fin du néocolonialisme. C'est le début d'un nouvel ordre où l'Afrique ne quémande plus, mais impose ses priorités, ses alliances, ses rêves. Le Sahel prouve au monde que la souveraineté ne se quémande pas, elle se conquiert et se défend, jour après jour, par ceux qui refusent d'être victimes. De Bamako à Ouagadougou, des mines de lithium au grenier de Burkina Faso, la même leçon reste gravée. La liberté n'est pas donnée. Elle se gagne, elle se mérite, elle se partage entre ceux qui s'en donnent les moyens. Alors, à l'aube de cette ère nouvelle, il ne reste qu'une question, fondamentale. Serons-nous spectateurs ou acteurs de cette histoire en marche? Allons-nous applaudir de loin ou prendre part à la construction de ce continent qui, pour la première fois, regarde le monde droit dans les yeux et dicte ses propres conditions? C'est un choix qui engage chacun d'entre nous, où que l'on soit. Car chaque muraille qui s'élève ici résonne comme un appel à tous ceux qui, partout, aspirent à la souveraineté, au respect, à la maîtrise de leur destin. Si cette histoire vous inspire, si elle fait écho à votre sens de la justice, alors ne laissez pas le monde dans l'ombre. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, faites entendre votre voix dans les commentaires. Dites-nous, selon vous, qui incarne aujourd'hui ce renversement du rapport de force, qui donne le ton dans ce nouvel ordre mondial. Marchez avec la fierté d'un continent debout, affirmez votre solidarité, et souvenez-vous, les chaînes ne sont pas tombées toutes seules, elles ont été brisées.